Comme disait le plus célèbre des Bouddhas, faites comme vous le sentez, perso, je prends la voie du milieu. Brrr. Sauf que cette vidéo ne parle pas de Bouddha, mais de lui. Voyons comment Dan Harmon, l'un des deux créateurs... J'ai pas mes gants. Oui. Ah merde, je tourne des vidéos avec et j'arrive à avoir un trou dans mon gant. C'est ridicule. C'est que ces gants de merde. Voyons comment Dan Harmon, l'un des deux créateurs de Rick et Morty, a fait pour respecter une structure narrative bien précise, sans sacrifier sa créativité. Donc, une voie du milieu, entre pure imagination et respect d'un schéma, ou entre l'ordre et le chaos. Commençons par le commencement. Rick et Morty, c'est d'abord ça. Coins in a vending machine, and then Scott will come out and kill her off for me, and then I don't have to take her to the poke. Non, Donc, le créateur de cette première, disons, singularité, c'est Justin Roiland, à l'occasion d'un festival en partie organisé par Dan Harmon. Alors quand Adult Swim, la chaîne qui diffuse Rick et Morty, demande à Harmon une idée de série, Harmon s'allie à Roiland pour transformer les gags Doc et Marty en aventures de Rick et Morty. Et c'est ici qu'on arrête de parler de Justin Roiland. Ce n'est pas à cause de son affaire récente avec la justice, quoique cette affaire a fait sortir autre chose, c'est que Roiland n'était apparemment plus très présent depuis la saison 3 de Rick et Morty. Bref, laissons Roiland là où il est, et parlons plutôt de Dan Harmon et de la structure de scénario qu'il a créée. Son cercle narratif en 8 étapes qui, vous allez le voir, n'est pas une recette à suivre bêtement. Partons d'abord sur le plus ennuyeux, une petite explication des étapes du cercle. Promis, après ça on va voir les différents secrets du fun. Ce que je vais rapidement décrire là, ça correspond à des milliers de scénarios. Imaginons un personnage seul, qu'on va appeler Protagoric. D'abord, on le présente et on définit son milieu de départ. Partons sur une ferme dans laquelle il a grandi sans jamais voir le monde extérieur. Oui mais voilà, Protagoric ressent un puissant besoin, celui de voir le monde, d'y avoir sa place. Et ça tombe sacrément bien parce que pour une raison ou une autre, il va devoir partir de sa ferme. Disons qu'un vieux magicien est venu lui dire qu'il était l'élu après que des soldats des ténèbres aient volé sa ferme et tué son père. Protagoric arrive donc dans une ville et côtoie des inconnus pour la première fois de sa vie. Rappelez-vous, Protagoric avait besoin de voir le monde. Alors là, il va chercher à en comprendre les règles. Parce que lui, il ne connaît que la vie à la ferme. Par hasard, Protagoric va tomber sur deux héros. Pour rester original, disons un mage et une archère. Et pour son plus grand bonheur, de fil en aiguille, Protagoric trouve sa place parmi eux. Mais prendre sa place dans le monde, devenir un héros, ça a un prix. La tranquillité de sa ferme ne sera jamais plus qu'un lointain souvenir. Pire, il a pris sa place dans le monde en tant que héros et s'est fait des amis, mais il s'est aussi fait de puissants ennemis. C'en est trop pour Protagoric. Il a beau n'avoir qu'une seule expression faciale, il est triste d'avoir perdu sa tranquillité. Il sort même sa phrase cliché « Je n'ai jamais choisi d'être l'élu ». Retour à la case départ ? Oui, mais pas pour longtemps. Parce que Protagoric n'est déjà plus le même. Alors sa ferme lui apparaît maintenant trop vide, trop solitaire. Et si vous avez bien suivi, elle est aussi un peu incendiée. Bref, Protagoric apprend soudain que ses amis sont en danger. Et pourquoi pas que l'archère lui plaît plus qu'il ne voudrait l'admettre. Changeons donc le design de l'archère pour que ce soit moins gênant. Protagoric repart sauver ses amis. Et en faisant ça, il accepte pleinement le changement. Il valide sa nouvelle identité. Il devient un vrai héros. Et en même temps, la tranquillité qui lui manque, il va chercher à l'offrir à d'autres. Boum, Protagoric tue Antagoric. Oui, ça c'est Antagoric, adieu Antagoric. Le monde est sauvé, Protagoric et l'archère élèvent un dragon, se marient dans une église type Heroic Fantasy, font comprendre aux spectateurs qu'il y aura une suite si les producteurs le veulent bien, générique de fin. Tout ça, on pourrait le résumer en une seule phrase. Protagoric a besoin de quelque chose. Il doit donc partir le chercher, le trouver, le prendre, en payer les conséquences, revenir avec ce quelque chose et accepter le changement. Et dans tout ça, il y a aussi un passage d'un monde normal à un monde spécial, de l'ordre au chaos, pour finir par un retour vers le monde normal. Mais pas besoin d'ajouter ça à mon script aujourd'hui, sinon il va me falloir des copies doubles. Et je refuse d'écrire à nouveau sur des copies doubles. Se retrouve en enfer, copie double. La base, ce serait d'utiliser le cercle des 8 étapes pour structurer le scénario d'un épisode de Rick et Morty. Et si on se trouve dans la bonne dimension, pour structurer un jour le scénario du film Rick et Morty que je courrais voir au cinéma. Un film d'animation réalisé par Zack Snyder. Et cette information est tout à fait sérieuse. Bien qu'encore en cours de discussion.
Mais ce cercle, on peut aussi l'appliquer à une saison complète de Rick et Morty, ou pour être plus exact, à un arc narratif. De la même façon, il pourrait être appliqué à la série dans son ensemble. A l'inverse, on peut aussi l'appliquer à une courte scène. Ce qui va faire la différence entre un petit cercle structurant une scène et un immense cercle organisant toute la série, c'est surtout l'étape 2, le besoin, ou comme le dirait la star de la narratologie moderne, Joseph Campbell, la motivation, le désir des héros. Même si la motivation, c'est de trouver une motivation. Pour parler un peu de Morty, le besoin qu'a Morty de prendre confiance en lui risque de durer jusqu'à la fin de la série. Et le prix à payer, c'est de ressembler à son taré de grand-père par exemple. Son besoin le temps d'un épisode, ça pourrait être d'avoir une bonne note en maths. Et son besoin le temps d'une scène, ça pourrait être de prononcer une phrase entière devant Jessica. Et pour rendre les choses encore plus complexes qu'elles n'y paraîtraient en regardant le cercle, il faut se rappeler que Rick et Morty fait partie de ces séries comiques où il y a toujours deux histoires qui se passent en même temps. On peut suivre d'un côté Rick, Morty et Summer, et de l'autre Beth et Jerry. Et chacun des groupes va vivre une aventure qui correspondra alors à un cercle. En gros, un épisode égale 2 cercles complets au minimum, plus des dizaines de mini-cercles, plus une étape d'un méga-cercle. Les choses peuvent d'ailleurs être encore plus compliquées que ça. Oui, plus compliquées. Mais aussi moins limitantes, moins déterministes, moins recettes à suivre à la lettre, quoi. Heureusement d'ailleurs parce que sinon Rick et Morty, ça serait aussi passionnant qu'une adaptation Netflix d'un livre de Philippe Etchebest. J'ai hésité à faire une fausse bande-annonce, mais j'allais y perdre au moins une après-midi complète, donc voici une affiche du film. Maintenant, il est temps pour vous de savoir comment Dan Harmon fait pour utiliser son cercle, tout en lui donnant la forme qu'il veut, quand il le veut. Je précise que je me base sur le résultat de son travail et que je ne connais pas le processus exact d'une séance d'écriture façon Dan Harmon. Qui plus est, il n'est pas le seul scénariste de la série et je ne doute pas que les animateurs ont aussi un rôle à jouer dans la narration. Ce que je sais, pour sûr, c'est que tout ce que je vais dire, ça vient après que les idées aient été couchées en vrac sur le papier. Première technique, et sans doute la plus facile à deviner, que se passerait-il si on mettait toutes les étapes du cercle dans une bétonnière, qu'on mélangeait tout ça et qu'on en faisait un nouveau cercle? Eh bien, tout dépend du nouvel ordre. Tout dépend du nouvel ordre qu'on a obtenu. On a trop de combinaisons possibles. Alors c'est clair que je ne vais pas dresser une liste complète, d'autant que ça dépend aussi de ce que raconte l'histoire. Mais voici 3 exemples parmi ceux que je préfère. 3. Protagoric obtient ce qu'il veut avant même de l'avoir cherché. Encore mieux, avant même de s'être rendu compte qu'il en avait besoin. Quelle aubaine, non? Quelle chance? Non. Ce qui est cool avec ça, je trouve, c'est que les conséquences sont en fait assez négatives. Comment peut-on apprécier quelque chose quand on n'a même pas eu le temps de découvrir à quel point on en avait besoin? Ou alors comment se rendre compte de la valeur d'une chose quand on l'a obtenue facilement? Au final, ça peut donner une situation dans laquelle Protagoric va abandonner ce qu'il vient d'obtenir. Il n'en voit pas l'importance après tout. Et ensuite, il doit suivre un cheminement qui va l'amener à se rendre compte de son besoin. Et alors seulement, ce dont il a besoin sera à portée de main. À moins qu'il ait gaspillé sa seule chance de changer au début et que le besoin vienne trop tard. L'histoire finit alors mal. En 2, prenez les étapes 4 et 5. Cherchez et trouvez. Puis répétez-les 1 fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois que vous voulez. Ça nous donne un chercher, trouver, rechercher, retrouver, re-rechercher, re-retrouver, re-re-rechercher, re-re-retrouver. Stop it. Bon, dans un épisode de 20 minutes, ça donnerait déjà un bon gag. Mais si on voulait rendre les choses plus sérieuses, on pourrait faire ça le temps d'une saison. Et là, on se retrouve dans une quête qui semble sans fin. Protagoric cherche, trouve, mais n'arrive jamais à prendre. Boum, désespoir. Oui, j'aime quand les personnages galèrent. Et selon comment on présente les choses, ça peut donner à ce nouveau cercle un aspect très réaliste. Parce que le cercle est une version simplifiée d'un cheminement psychologique réel. On verra ça une autre fois, quand on parlera, on verra ça une autre fois. Mais dans la vraie vie véritable, il est extrêmement rare que les choses se passent sans accroc. Donc, quand Protagoric galère à aller de l'avant, il en devient potentiellement plus crédible. Et si on commençait par la fin? Première scène, Protagoric et Morty courent dans leur vaisseau parce qu'ils ont déjà récupéré ce qu'ils voulaient. Ça nous montre très facilement que nos héros vivent tellement d'histoires qu'il est impossible de tous nous les raconter. Et c'est plus efficace de le montrer que de simplement leur faire dire « Oh mince, Protagoric, l'aventure d'hier était dingue, pas vrai ?» Imitation de Morty complètement naze. Petit bonus,
On a le droit à une scène qui nous fait comprendre que l'aventure était démente, qu'on a loupé un truc tellement fou qu'on ne peut même pas l'imaginer. La preuve, même Protagoric est à bout. Et si on utilise ça dans un film, par exemple, on peut alors le faire pour montrer que le héros a un passif. Par exemple, si le film va parler d'un agent secret qui vient de prendre sa retraite, le début peut être la fin de sa toute dernière mission. Ou alors, on montre juste qu'il y a une continuité, que l'histoire qu'on va suivre s'inscrit dans une plus grande histoire qu'on n'a pas le temps de nous raconter. Passons à la deuxième technique. Supprimer des étapes. Purement et simplement. Pour commencer, on va enlever la première étape, tiens. Pas de Protagoric, pas de situation initiale, pas d'histoire, pas d'histoire, pas d'histoire. Mais comment faire pour attaquer par le besoin? Surtout, comment présenter un besoin si on ne sait pas qui en a besoin? Bon, attendez, c'est peut-être un peu complexe comme cas. Je me réserve le droit d'y consacrer une vidéo, un de ces quatre. Protagoric, nécessaire ou pas? Supprimons plutôt l'étape 3. Comment raconter l'histoire d'un Protagoric qui ne part pas vivre son aventure? Pour le savoir, il faut surtout se demander pourquoi faire? Et si le départ devenait la fuite? Au lieu de partir à l'aventure, il faut rester pour la vivre. Et si Protagoric, en partant dans son vaisseau spatial pour vivre une aventure de dingue, il fuyait... Qu'est-ce que je disais, moi? Et si Protagoric, en partant dans son vaisseau spatial pour vivre une aventure de dingue, il fuyait l'aventure qui consiste à régler ses problèmes de famille? Cette histoire sans départ, ça serait une situation de base qui durerait jusqu'à la fin. Une situation de base dans laquelle il y aurait assez à chercher et à trouver. Et si on supprime le départ, on peut aussi supprimer le retour. Alors ça pose certains problèmes plus précis à résoudre, mais on y reviendra quand on parlera du monde normal et du monde spécial. Dans un autre style, on peut aussi nous faire croire qu'une étape est respectée, alors qu'en réalité, pas du tout. Pour Rick, c'est souvent le cas de l'étape 8, le changement. Combien de fois on nous a fait croire que Rick avait changé, alors qu'en réalité, il était toujours le même taré égoïste et nihiliste? Ou pour citer un autre cas, on a cet épisode où Rick et Morty sortent d'une simulation, pensent rentrer chez eux, puis ils découvrent qu'ils sont en fait toujours dans la simulation. Du coup, ce qu'on vient de voir, c'était des fausses étapes du cercle, des illusions. D'ailleurs, je rappelle que malgré le fait que je présente tout ça d'un point de vue structurel, le résultat est beaucoup plus lié à du ressenti. Quand on nous révèle que les deux héros sont encore prisonniers de la simulation, on ne se dit pas « Oh, qu'il est habile de nous renvoyer plusieurs étapes en arrière sur le cercle structurel narratif de Dan Harmon, comme si les étapes qu'on venait de voir étaient en réalité des leurs destinées à provoquer un rebondissement / une révélation. » On se dit plutôt « Oh p***, en fait ils n'avaient pas bougé. » La technique ultime, ou plutôt ma préférée, quoique j'adore les deux autres aussi, bref, on s'en fout, et si on ne gardait qu'une toute petite partie du cercle, et qu'on faisait un nouveau cercle avec? En gros, au lieu d'écrire toute une histoire, on peut par exemple ne garder que l'étape du besoin. Imaginez, Protagoric pense n'avoir besoin de rien ni personne. L'aventure est figée. Il reste chez lui durant tout un épisode, mais sans s'en rendre compte, il est en fait en train de passer par toutes les étapes classiques du cercle. Il cherche une activité, il en trouve une, mais paye un prix qui est l'ennui. Alors il recommence, encore et encore, jusqu'à arriver à un tel ennui qu'il en vient à changer. En fait, il avait un besoin. Et seulement à partir de là, Protagoric peut réellement passer à l'étape suivante de son cercle. Si j'appelle ça la technique ultime, c'est parce que cette technique permet de créer une infinité d'histoires. On peut piocher dans 8 étapes différentes et insérer n'importe quel cercle qu'on aura soi-même composé. Tout est possible si tant est qu'on y trouve un intérêt et l'habillage qui va avec. Et aussi, d'une certaine façon, c'est ça qui fait qu'une saison entière peut être un grand cercle, et que chacun des épisodes peut se concentrer sur une ou deux grandes étapes de ce cercle. Par contre, parmi ces infinités de possibilités, il y en a qui vont marcher moins bien que d'autres. Justement, retirer la première étape du cercle est extrêmement dur à faire, et encore plus si on ne veut pas avoir un résultat trop expérimental que seuls des intellectuels avant-gardistes vont apprécier. L'étape de la recherche, quand elle est associée à un objet et qu'on décide de l'étirer au maximum, ça peut devenir un MacGuffin. En gros, l'histoire ressemble soudain à une simple chasse au trésor. Pour les joueurs, disons une quête FedEx. Et pareil avec la première étape. Si on attaque une série avec un épisode pilote qui présente les personnages sans amener de besoin tout de suite, on risque d'avoir un truc lent, ennuyeux, même scolaire. D'autant plus si dans l'épisode 2 on présente le deuxième héros, dans l'épisode 3 le troisième héros, et que les trois personnages se rencontrent seulement dans l'épisode 4. Mais à tout ça, il faut ajouter une nuance très importante. Ça dépend toujours de l'histoire en question.
Il y a des schémas que des scénaristes vont qualifier de choses à ne pas faire. Pourtant, un ou une scénariste pourra toujours arriver et le faire avec brio parce que son histoire aura corrigé les défauts ou que les défauts auront été transformés en qualité. Et de la même façon, c'est moi te dire que tu pars en couille, l'ami. Et de la même façon, une structure réputée pour son efficacité pourra ne pas s'adapter à ce que l'on veut montrer. Au point que parfois, il vaut mieux suivre le cercle à la lettre. Pour ne citer qu'un seul cas, le film Gravity se permet d'avoir un scénario basique à souhait, voire nul, selon le point de vue, mais c'est aussi une façon de rester focalisé sur ces incroyables plans séquences, une technique à laquelle les spectateurs n'étaient pas habitués à l'époque. Pas vraiment habitués. Pour rester grand public, il faut parfois sacrifier l'originalité d'une histoire au nom du son, de l'image et de tout le reste. En gros, ça dépend. D'ailleurs, même la série Rick et Morty se permet parfois d'avoir des scénarios qui suivent les étapes du cercle à la lettre, sans faux semblant, ni ajout, ni retrait, ni rien. Ça ne la rendra pas moins innovante, parce que ce n'est pas une série qui brille seulement par ses détournements des codes narratifs. Et je déteste la phrase que je viens de prononcer. Je disais donc que la série ne fait pas que démembrer le cercle pour fabriquer des Cronenberg scénaristiques. Si vous me permettez cette alliance de concepts un peu saugrenue. Tout à fait, Jean. Bref, tout ce que je viens de présenter ne suffit pas à créer une histoire innovante. Les autres forces de la série, ce sont ses personnages. Ils suffisent parfois à donner à un épisode classique une dose de nouveauté. Et on ajoute à ça que les fois où Rick et Morty suivent à la lettre les étapes du cercle leur permet de parodier des films et des séries cultes. Tout ça pour dire qu'utiliser une structure narrative, ça ne condamne pas les créateurs à faire encore et toujours les mêmes choses. D'ailleurs, ce que je n'ai pas encore précisé, c'est qu'en général, on ne commence pas par prendre le cercle pour en faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire trouver un moyen de lui donner une nouvelle forme. Non, comme l'a conseillé Dan Harmon dans une interview, mieux vaut ne pas se préoccuper du cercle dans un premier temps. La première étape, c'est de sortir de la matière brute de sa tête sous forme d'idées en tout genre, et de les coucher en vrac sur le papier. Le cercle, c'est une sorte de moule dans lequel on fixe ses idées pour leur donner non pas une forme essentiellement juste, mais une forme familière. C'est une façon de raconter aux spectateurs ce qu'on veut, d'une manière qui va leur parler. Pour le dire autrement, le cercle n'est pas une recette, c'est un livre de recettes. Et comme en cuisine, quand on a compris comment les ingrédients peuvent se combiner, on peut commencer à improviser ses propres plats. Et je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Pour une fois, d'ailleurs, je n'ai pas été obligé de sacrifier la moitié de mon script par manque de temps, du coup je pense que je vais rester sur une vidéo tous les 2 vendredis. Il n'y aura que cette affaire de monde normal et de monde spécial dont il faudra que je parle dans une autre vidéo. Et bien sûr, cette vidéo nous rapproche un peu plus du monomythe de Joseph Campbell. Parce que le cercle de Dan Harmon n'est en réalité qu'une version simplifiée du cercle de Joseph Campbell. Et après Joseph Campbell, ce sera au tour de Carl Gustav Jung. Mais ne vous attendez pas à l'un ou l'autre dans 2 semaines. Je préfère ne pas enchaîner les vidéos de pure narratologie la prochaine fois. Je vais parler tranquillement d'un film qu'il vaut mieux que je comprenne dans la semaine d'ailleurs. En attendant, je vous souhaite de parcourir autant de fois que vous le pourrez les cercles de votre vie. Tant que la vulgarité est écartée, le rire retrouve toute sa fraîcheur. Ouais, exactement. Vive les aventures de Rick et Morty. Puissent-elles durer 100 ans, 100 saisons même. Puisse-t-il y avoir autant de films que vous pourrez. Bref, vous avez compris l'idée. Salut.